La Provence est une terre de légende. Notre aventure a commencé dans le massif de l'Estérel, à la roche rouge volcanique caractéristique, dont le nom évoque la déesse de fécondité, connue localement sous le nom d'Esterella. La Provence est aussi une terre de mégalithes. Ils sont plus tardifs que ceux de Bretagne. Ils sont datés de la période finale du Néolithique. On y dénombre 115 dolmens, 53 menhirs et 183 tumulus. Dans le Var, on a un groupe central près de Brignoles, un groupe situé dans les massifs des Maures et de l'Estérel, puis enfin un groupe oriental qui se prolonge vers l'arrière du pays grassois, dans le département voisin des Alpes-Maritimes. Près de Grasse, les vestiges sont très concentrés sur la rive gauche de la Siane. Près de Saint-Vallier-de-Thiers, on mentionne la légende d'une pierre druidique, qui est en fait un phénomène naturel appelé cheminée de fées. On a aussi une deuxième pierre druidique, au milieu d'un plateau, et qui semble avoir, elle, une origine humaine. On trouve des sites remarquables, avec plusieurs menhirs, près de la commune des Arcs-sur-Argence, à 300 mètres d'altitude. Les 7 menhirs de ce site ont été retrouvés dressés, couchés ou partiellement enfouis. On les a nommés par les 7 premières lettres de l'alphabet. On trouve également non loin de là de curieux monolithes rectangulaires troués à l'ombre d'un sous-bois. Sur les hauteurs de Saint-Raphaël, le menhir d'Erpéronne a la caractéristique principale d'être orné du symbole du serpent, rappelant le caducée des médecins et pharmaciens. Ce menhir aurait, selon la légende, des vertus guérisseuses. 3 autres menhirs du groupe dit de Vessières sont disposés au cœur d'un quartier résidentiel en bordure de route. Ils ont été préservés des constructions. Le menhir des Pétignons, lui, se trouve au pied du rocher de Roquebrune. Il mesure 2 mètres de haut et est surmonté d'une croix en fer qui a été rajoutée, semble-t-il, au XXe siècle. Avec environ 3 mètres de hauteur, les menhirs du plateau de Lambert à Colobrières sont les plus grands de Provence. Les légendes qui courent mentionnent que les 2 pierres jumelles marqueraient l'entrée d'un souterrain conduisant à la Chartreuse de la Verne, qui est un monastère situé non loin de là. Mais il s'agirait là aussi d'une tentative de christianisation du lieu. Le dolmen de la Pierre des Fées à Draguignan est le plus visité de la région. Il est constitué par 3 hautes dalles verticales soutenant une lourde table imposante de plus de 5 mètres de long et de 20 tonnes. Il a été restauré en 1951. Il est lié à la légende de la fée Estérelle. Ce mégalithe est cité par Jehan de Nostredame, le frère de Nostradamus, dans son livre « La légende de Saint-Hermantère ». Le dolmen des Terriers, de forme rectangulaire, ouvre son couloir sur le soleil couchant. Le dolmen de Gaotabri, qui lui ressemble en taille et en configuration, se trouve près de la Londe. Il a toutefois une architecture plus complexe avec un couloir et une antichambre, avec une chambre principale où étaient entreposés les morts, ce qui dénote des rites funéraires plus complexes. L'orientation de ce monument est sud-ouest ou 225 degrés, ce qui est une constante remarquable pour de nombreux dolmens de Provence-Languedoc. L'ouest est le symbole de la mort et le jour du solstice d'hiver, le soleil se couche dans l'axe du dolmen pour redonner vie aux morts et ranimer leur mémoire. Dans les départements du 06, les dolmens sont plus petits, de forme plus carrée avec un couloir plus court, mais toujours dans la même orientation. Ici, le dolmen a 3 dalles et 2 piliers. La dalle de chevet présente de nombreuses coupelles et des croix de christianisation. Les fouilles ont mis à jour des squelettes en position semi-fléchie. Cet autre dolmen, près du village d'Escragnole, est assez semblable et érigé au centre d'un tumulus d'une dizaine de mètres. L'entrée s'ouvre à l'ouest sur un petit couloir de 3 mètres de long. Sur les hauteurs de Grasse, près du bois de Bridic d'Amont, on trouve 2 menhirs au sommet d'une colline et au centre d'un amas de pierres en tumulus. Les 2 vestiges semblent avoir perdu leurs dalles de recouvrement. Enfin, plus à l'ouest du département du Var, près de Salerne, on trouve le Tholos de la Love, qui serait plus ancien que les pyramides d'Égypte. Il s'agit d'une tombe collective dont la caractéristique est d'être une chambre funéraire circulaire. Celle-ci fait 1,80 m de diamètre. Lorsqu'elle a été explorée pour la première fois en 1950, elle contenait les restes très brisés d'environ 25 individus de tous âges. Elle a été bâtie à l'origine avec un niveau supérieur qui servait à des rites de crémation. En conclusion, l'étude des mégalithes
nous conduit dans une approche à la fois pratique et spirituelle des grands mystères des hommes. Les dolmens évoquent le grand passage vers l'au-delà inconnu, que l'on nomme la mort. Les menhirs évoquent la fécondité, la vie avec un grand V. Au milieu, le soleil éternel poursuit sa course et rythme l'histoire des hommes. Salut à tous, content de vous retrouver ce soir après cette capsule, cette capsule préparée par Néotrouve. Merci à lui et par contre je ne le retrouverai pas ce soir pour l'interview qui suit cette capsule. Donc ouais, c'est quelqu'un de plutôt discret qui ne veut pas se dévoiler, donc je le comprends, total respect. Il n'y a pas de problème, je vais assurer ça tout seul et puis je vous ai préparé une compilation des dolmens du sud de la France, à la continuité donc de ce que lui a fait. Il nous a présenté les dolmens plutôt situés au sud-est et je vais continuer par les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Je voudrais encore remercier donc Néotrouve pour cette capsule qu'il nous a préparée. Merci à lui. En plus, il s'occupe de beaucoup de musique sur le projet. Donc vous verrez, plusieurs capsules seront accompagnées de ces musiques. Merci à lui. On va donc se lancer donc dans ce tour des mégalithes, en commençant, comme je vous disais, par les Bouches-du-Rhône. Alors dans les Bouches-du-Rhône, ce ne sont pas des dolmens qui sont en majorité. Ce sont des hypogées mégalithiques avec des grosses dalles de recouvrement. Et on va commencer avec l'hypogée du Castelet. Donc l'hypogée du Castelet, c'est un endroit où je suis allé plusieurs fois. C'est un endroit très accessible, situé en bord de route. On voit donc là cette entrée qui descend. C'est creusé, donc cet ensemble est creusé dans la roche. Et donc on voit cette entrée en forme de pirogue, comme on appelle. Après on se lance dans un long couloir de plus de 15 mètres de long. Bon, très sombre, j'étais pas équipé de lampe, donc je vous ai mis ce petit aperçu avec une photo. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que la chambre et l'antichambre sont séparées par une dalle perforée. Et puis après, on va passer au-dessus de ce dolmen, donc, et voir ces grosses dalles mégalithiques qui recouvrent cette tranchée. Donc cette hypogée est occupée depuis le néolithique. On a retrouvé une perle en or datée du néolithique, donc ça c'est une des plus grandes trouvailles, je vais dire, sur ce lieu, puisque c'est la plus ancienne, donc la plus ancienne preuve de présence autour de ce monument. Alors maintenant, ça laisse toujours quand même beaucoup de questions en suspens. Ces artefacts sont là, certes, mais est-ce qu'ils appartiennent vraiment aux constructeurs de ces dolmens, de ces hypogées pour le coup, mais voilà, donc la question reste entière, parce que occupation ne veut pas dire construction. On continue, on va voir l'hypogée des cordes maintenant, une immense hypogée, 40 mètres de long de couloir, donc des plafonds à plus de 5 mètres de haut. On peut dire la caractéristique, c'est cette forme en épée de Roland, ils appellent ça. Donc une forme allongée avec deux cavités à droite et à gauche qui, vue du dessus, fait penser à une épée. Alors moi, quand je vois cette forme en épée de Roland, donc, ça me fait penser de suite aux formes qu'on peut trouver à l'île de Malte. Quand je suis allé visiter cette île, je me souviens de cette forme, voilà, que je vous ai mis à l'écran, avec ce trèfle, cette base avec 2 voire 4 salles, puis une allée centrale. Voilà, donc je voulais juste vous mettre ça. Alors je voulais vous mettre aussi quelque chose qui m'a un peu sauté aux yeux quand je l'ai lu. C'est dans une revue où c'est un compte rendu de fouilles. Un chercheur qui s'extasie devant le fait qu'on ait pu creuser une telle hypogée avec des os ou des pierres. Voilà, donc voilà, avec des os ou des pierres, moi j'ai du mal à voir comment on entreprend un tel chantier d'une tranchée de 42 mètres de long et 5 mètres de profondeur, mais bon, voilà.
Allez, on continue donc. Alors tout à côté de ces hypogées, sur le plateau du Castelet et le plateau des Cordes, on trouve aussi des pierres au sol. Donc est-ce que ce sont des menhirs qui se sont effondrés, mais ce sont des pierres de plus de 6 mètres de long, hein. Ou alors est-ce que c'était des pierres qui ont été abandonnées là et qui faisaient peut-être partie du chantier et qui ont été abandonnés du chantier des hypogées et qui ont été abandonnés, donc moi je sais pas. Alors ensuite on va passer à l'hypogée des sources. L'hypogée des sources, donc une hypogée de plus de 16 mètres de long, 2 mètres, un peu plus de 2 mètres 50 de largeur. Je vous ai mis la petite fiche caractéristique sur l'écran. L'hypogée de la source parce qu'elle est située près d'une source au pied d'une petite colline. Et puis à l'intérieur de cette hypogée, ils ont retrouvé une centaine de squelettes d'individus. Donc voilà, je ne sais pas si ces squelettes ont été datés, hein. J'ai pas trouvé de rapport de datation sur les os des squelettes. Par contre, toujours pareil, des artefacts retrouvés en tout genre, hein, appartenant à différentes périodes, du néolithique à l'âge de bronze. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce dolmen était recouvert d'un tumulus de 38 mètres de diamètre, si je me souviens bien. Et quand ils ont dégagé ce tumulus, ils se sont aperçus que sur les dalles de recouvrement, donc il y a 5 ou 7 dalles de recouvrement, et sur une d'entre elles, ils ont révélé, et là je vais devoir lire pour être précis, ils ont révélé une douzaine de cupules, quelques tracés curvilignes et une curieuse représentation subcirculaire à 4 rayons prolongés par une longue tige recourbée. Donc voilà, on reparlera de ces gravures un peu plus tard dans cet épisode, mais voilà, donc on remarque que quand on fait bien attention aux pierres, et quand elles ont été protégées aussi du temps, donc là elles étaient à l'abri de l'érosion par ce tumulus en terre, et ben elles révèlent souvent des marques, et on verra ça tout à l'heure. Donc maintenant nous passons au département du Gard. Donc vous voyez la carte qui s'affiche, un peu plus de menhirs et de cromlechs, donc vous voyez dans ce département, et nous partons plus exactement à la frontière entre le Gard et l'Hérault, sur le plateau de Blandas, à côté du cirque de Navacelles, donc Navacelles dans le 34 et Blandas dans le Gard. Le dolmen que je vous mets là, c'est le dolmen du Planas. On trouve beaucoup d'exemplaires dans le coin, et je vous ai mis celui-là parce qu'il se situe juste à côté du cromlech de Pérarine, et celui-là c'est un cromlech très important, hein. C'est un des cromlechs les plus grands de France, 104 mètres de diamètre, 40 menhirs en forme de cercle et un menhir central de 2 mètres environ. Voilà, donc c'est un endroit moi où j'aime bien aller me balader parce que c'est juste à côté de chez moi. Et puis à côté de ce cercle, on pourra voir un autre cercle, le cromlech de la Rigalderie. Donc voilà, j'y suis allé me balader plusieurs fois avec mon drone, faire quelques plans, c'est toujours vraiment sympa. Ces édifices sont toujours très mystérieux, hein, on ne sait pas trop à quoi ils servaient, on ne sait pas trop non plus qui les a construits, ça reste un mystère, toujours pareil. Quelle était l'utilité de ces cercles, cadran solaire, on ne sait pas, un jeu avec les énergies, ou juste un marqueur, ou juste un lieu de culte aussi, donc vraiment plusieurs possibilités pour ces lieux, mais le mystère à mon avis reste entier, donc voilà. Donc je vais laisser quelques temps un petit peu ces images là. Donc on voit encore la vue du plateau de Blandas. Et on se promène là à travers ces menhirs. Donc maintenant ces propriétés sont grillagées. On n'y a malheureusement plus accès. Avant il y avait un petit portillon qui nous permettait de rentrer sur le site. Maintenant ces lieux sont fermés, les portillons sont bien clôturés. Sur le deuxième cromlech, là, le cromlech de la Rigalderie, alors celui-là vous pouvez aller vous balader encore. Il y a un petit portillon, un petit sentier, respectez bien le petit sentier pour pas marcher dans les cultures, j'allais dire. Et puis voilà, l'endroit est super agréable. La part en bleu
quand il n'y a pas de vent, c'est vraiment un coin super. C'est un coin aussi où quelques personnes continuent à venir faire des offrandes ou des cérémonies. Donc un peu comme tous ces lieux encore, hein, continuent à attirer par leurs énergies, leur puissance et leur mystère aussi peut-être. Donc maintenant nous passons au département de l'Hérault, mais nous restons donc très proches, hein, comme je vous disais, des sites qu'on vient de voir précédemment. On est sur le dolmen de Ferrussac, le grand dolmen de Ferrussac, parce qu'à côté de ce dolmen, il y a le petit dolmen de Ferrussac, pardon. Et donc ce dolmen, comme on le voit, c'est une allée couverte, un couloir, un dolmen à couloir, avec un couloir de 5 mètres environ, ce petit couloir là qu'on voit, et puis qui donne accès à une chambre d'environ 3 mètres de long, 1,70 m de large et 2,50 m de haut. Donc on va voir ça en passant par-dessus le dolmen tout à l'heure. La pierre de couverture au-dessus du dolmen, 13 tonnes, hein, entre 13 et 15 tonnes. Là on voit le pied du tumulus, enfin la base du tumulus, et donc une photo ancienne d'un peu l'état du dolmen quand ils l'ont retrouvé et quand ils ont commencé les fouilles. Donc là on est un petit peu sur le tumulus qui a été quand même bien abîmé parce qu'il a été fouillé. Donc après ils ont dû le reconstituer. Et d'ailleurs ce tombeau n'a pas été trouvé fermé. Les archéologues ont fait des fouilles, mais dans le tumulus. Et c'est donc dans ce tumulus qu'ils ont sorti environ 60 kg d'ossements. Donc ce qui correspond à environ les restes de 50 individus. Ils ont retrouvé, si je me trompe, alors c'est 1700 dents je crois. Donc voilà, c'est environ ça, 50 individus, 10 enfants. La datation du site aussi, bon vous m'entendez pas souvent parler de datation, parce qu'en fait on retombe toujours sur les mêmes périodes, hein, néolithique, moins 3500 à moins 2500, et puis après d'autres artefacts de environ moins 1800 avant notre ère. Donc c'est toujours un petit peu pareil, hein, sur tous les sites de datation, à chaque fois du néolithique et de l'âge de bronze. Voilà, donc pas grand chose à rajouter sur ce dolmen de Ferrussac. On va passer maintenant au dolmen de Costerouge, situé dans le prieuré Saint-Michel de Grandmont, donc un petit peu plus au sud, sur la commune de Lodève. Donc c'est un dolmen avec, vous le voyez, il est assez atypique, il a une porte qu'on nomme porte à four. Donc moi il me fait penser un petit peu au dolmen du Caucase, et la première fois que je l'ai vu, il m'a fait penser aussi au dolmen de Hampi que Damian nous avait montré à travers ses voyages. Donc ce dolmen là de Costerouge, il est daté lui de moins 1500. Donc voilà, lui il n'est pas du néolithique a priori. Donc c'est qu'ils n'ont rien dû retrouver de la période du néolithique, et seulement des artefacts de la période datée de moins 1500 avant notre ère. Donc ce que je voulais vous faire voir aussi sur ce dolmen, c'est ici, là ça va arriver, on va voir, vous voyez cette croix sur la paroi latérale, sur l'orthostate du dolmen. Et on a vu tout à l'heure, déjà on parlait de gravure sur un dolmen, et on en parlera encore tout à l'heure d'autres gravures sur un autre dolmen. Donc on fait le tour rapidement de ce dolmen de Costerouge avant d'aller à un autre dolmen situé pas très loin de là, juste pour vous montrer que ici on est dans vraiment une concentration de mégalithes assez impressionnante aussi dans ce département de l'Hérault. On voit aussi cette cupule là sur le côté du dolmen. Alors à se demander si le dolmen a été rebâti, parce que la cupule en principe on la trouve plus sur la dalle de couverture. Mais bon, voilà une autre curiosité. Donc comme convenu, on arrive sur un autre dolmen, le dolmen de la Bruyère d'Usclat. Et voilà, très ressemblant aussi à ce dolmen de Costerouge, si ce n'est la porte four.
mais vraiment très ressemblants, des dalles un peu inclinées vers l'intérieur, des orthostates donc inclinés vers l'intérieur, deux dalles de fermeture aux deux extrémités et une dalle de couverture. Donc vraiment la forme est très 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 ressemblante. Encore une fois, je parlais de dolmen inversé, là on voit le trou par lequel je passe ma caméra. Je sais pas, cette dalle, on dirait qu'elle est façonnée et qu'elle n'est pas mise au bon endroit. Mais bon, encore peut-être une vision déformée ou tordue de ma part. Donc on se retrouve maintenant sur le dolmen des Issers. Le dolmen des Issers toujours sur la commune de Lodève. Hein. Et donc là on est sur, moi j'adore cet endroit, c'est les terres rouges qu'on trouve sur ces collines. Donc vraiment les couleurs sont magnifiques. C'est un dolmen, donc pour revenir quand même à ce dolmen, c'est un dolmen daté de 3000 avant notre ère, celui-là. Donc celui-là est vraiment daté du néolithique. Ils ont retrouvé plusieurs artefacts du néolithique et c'est un dolmen qui a été fouillé à plusieurs reprises. Et d'ailleurs même les fouilles récentes ont révélé des objets assez uniques, comme une hache par exemple du néolithique, datée de moins 3000 avant notre ère et qui viendrait d'Italie. Donc voilà, ce qui prouverait aussi les échanges un petit peu entre guillemets commerciaux qui pouvait y avoir entre ces peuples d'Italie et les peuples de l'Hérault à ces périodes du néolithique. Voilà ce que je peux dire sur ce dolmen des Issers. Très beau dolmen, encore très ressemblant, hein, deux orthostates un peu inclinés, une dalle de couverture, un tumulus, pas très grand, un peu plus d'une dizaine de mètres. Et voilà, c'est un endroit où j'aime bien aller me balader aussi, faire voler mon drone. Et on profite toujours du paysage au moins. Et il y a d'autres ruines qui traînent autour de ce dolmen, un petit peu plus bas. Donc là c'est un peu plus incompréhensible, hein. Voilà, ce sont des sites anciens, à l'abandon, donc ça mériterait d'être fouillé, mais ce sont vraiment des grands ensembles, c'est assez vaste, assez étendu, donc voilà, une dernière vue sur ce dolmen des Issers, magnifique endroit. Donc pas très loin de ce dolmen des Issers, encore une fois, on passe au dolmen du Pouget, ou le dolmen de Galardé, sur la commune du Pouget donc. On est juste en dessous de Lodève, toujours en direction de la Méditerranée, et c'est un dolmen avec de 12 mètres de long, avec une chambre de 6 mètres et un couloir de 6 mètres. La chambre est large de 3 mètres environ, c'est une belle chambre, et avec des belles dalles de couverture au-dessus de ce dolmen. C'est un des plus beaux dolmens du département, selon certains. C'est vrai que c'est un très très beau dolmen, rénové. Donc on ne sait pas vraiment à quoi il ressemblait au moment où on l'a trouvé. Il était enfoui sous un tumulus d'une vingtaine de mètres environ de diamètre. Voilà, le poids des dalles au-dessus de couverture, je sais pas. Donc ça dépend toujours de la densité de la pierre, mais voilà, ce sont quand même des très très grosses pierres. Et donc je dirais quelques dizaines de tonnes, hein, quand même pour ces 3 dalles de couverture. Et puis toujours une porte avec une entrée porte à four, hein, voilà, comme on avait vu juste avant. Donc là on passe le couloir, l'entrée, et puis voilà, on va avoir une petite vue de drone de cet édifice et de ce tumulus. J'ai pas trouvé grand chose sur les fouilles archéologiques. Par contre, c'est un tumulus daté de 3500 avant notre ère, entre 3005 et moins 2008. Voilà. Donc celui-là aussi daté du néolithique et considéré encore une fois comme une sépulture, un tombeau ou voilà, quelque chose dédié aux morts, hein, selon l'archéologie officielle. Voilà pour le dolmen du Pouget. Et nous passons maintenant donc dans le département de l'Aude avec le dolmen des Fades ou le dolmen des Fées, situé sur la
commune de Pépieux. Et donc là, on est sur la plus grande, ce qu'ils appellent toujours la plus grande tombe mégalithique du sud de la France. C'est un dolmen à couloir de 24 mètres de long, avec une grande partie couverte, et puis 2 portes en hublot, comme vous pouvez voir sur ces images. Donc la plus grosse dalle de couverture située là au-dessus de la chambre pèse 30 tonnes et elle a été amenée d'un site à 2 km environ. Voilà. Donc encore un bel édifice, encore un beau dolmen, un grand tumulus de près de 35 mètres de diamètre. Et voilà, je crois que la hauteur du tumulus 2,50 m et voilà, c'est 35 mètres de diamètre. Autour de ce tumulus, on trouve des vignes. Et dans ces vignes, en fait, ils ont trouvé, parce que le tumulus est daté de 3500 avant notre ère, et dans ces vignes, donc, ils ont trouvé des champs d'urnes funéraires, mais elles datées de moins 1800. Donc en fait, encore une double occupation de ce site, avec le peuple d'après qui est venu installer ces urnes funéraires autour du dolmen. Et parmi les fouilles, ils ont retrouvé, et ça c'est intéressant, un poignard du néolithique, donc daté d'environ 3500 avant notre ère, qui contenait du fer. Et donc là, il n'y a pas beaucoup de poignards comme ça à retrouver avec du fer. Donc je vous ai mis le tableau avec les différents alliages qu'on peut retrouver. Donc il y a une majorité de cuivre dans ce poignard, mais voilà, donc ça c'était quand même une preuve de la naissance de la métallurgie à cette époque-là, déjà très reculée, quoi. Voilà. Alors là, je vous ai calé une petite image et vous pourrez retrouver ça sur ma page YouTube. C'est l'allée couverte de Saint-Eugène. C'est situé à quelques kilomètres du dolmen des Fades. C'est un lieu super, perdu dans une forêt. Donc je vous laisse aller voir ça, chercher un peu dessus et peut-être vous y rendre. Maintenant, nous passons au département des Pyrénées-Orientales et nous allons aller sur un site à Saint-Michel de Lorette avec Loïc Occhipenti qui participe aussi à ce projet Capsule Méditerranée avec nous. Et il était allé visiter ce site déjà par lui-même. Vous retrouverez la vidéo sur sa page YouTube. Et on est allé faire ensemble aussi la visite de ce site. Et donc il s'agit de 3 dolmens. Avec des tumulus donc circulaires autour de chaque dolmen. Il y en a 3 situés sur à peu près la même colline et donc on peut aller visiter les 3 directement. Et donc là, ce qui était très intéressant, c'était de voir que sur les dalles de couverture de ces dolmens, il y avait des inscriptions. Et donc c'est vrai que comme on a vu tout à l'heure sur le dolmen sur l'hypogée vers Fontvieille ou encore sur le dolmen de Coste-Rouge, des inscriptions, des croix, des cupules. Et là sur ces dolmens, alors c'est impressionnant le nombre de cupules et de signes qu'ils ont retrouvés. Il y a l'université de Perpignan aussi qui s'est penchée sur le sujet, qui a bien analysé tout ça. Donc je vais vous mettre les images et les liens. Mais voilà, alors à quoi servaient ces marques? Est-ce que ces marques ont été faites par les constructeurs de ces dolmens? Est-ce qu'elles ont été faites après? Ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce que c'est... Voilà, donc on sait pas trop, c'est un mystère. J'ai entendu qu'il y avait d'autres sites en France avec des inscriptions pareilles sur des pierres. Je suis tombé sur des vidéos pareilles sur YouTube avec des gens qui avaient trouvé d'autres inscriptions. Donc le mystère reste entier encore une fois. N'hésitez pas à nous partager vos théories ou le même genre de choses sur d'autres dolmens que vous pourriez connaître. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on rajoute des pièces au puzzle et qu'on arrivera peut-être à comprendre quelque chose.
Donc voilà, ces images de ces dolmens, hein, une belle visite. Moi, je vous conseille d'y aller. Après, dans les bois, il y a beaucoup d'autres pierres, beaucoup d'autres vestiges, donc c'est super intéressant de crapahuter là-dedans. Bien entendu, bon, on fait ça toujours en respectant le plus possible les lieux, mais bon, il est bien évident que pour voir les gravures sur les pierres, il nous faut un petit peu monter dessus, toujours en demandant l'autorisation au gardien des lieux. Et puis en faisant ça avec bienveillance. Mais donc on voit sur ces rochers les cupules, les signes, les croix. Donc voilà. Et les derniers sites que je voulais voir avec vous, toujours dans les Pyrénées-Orientales, ce sont des dolmens, des dolmens alignés. Donc j'ai trouvé un alignement de 4 dolmens situés tout près d'un fort étoilé, le fort Bellegarde, situé à la frontière entre la France et l'Espagne donc. Et à côté de ce fort en étoile, il y a également la pyramide du Boulou, ou la pyramide du Pertus. Donc c'est une pyramide moderne, mais elle est là. Et elle est là au pied de ce fort en étoile et quasiment au milieu de cet alignement de 4 dolmens. Donc j'ai trouvé ça quand même très étrange de retrouver tous ces monuments différents, quasi alignés. Donc je les ai relevés, je les ai notés, je suis allé visiter 2 de ces dolmens, je suis allé visiter le fort en étoile, qui est occupé mais quasi à l'abandon, hein, on peut se balader autour, vous trouverez la vidéo toujours pareil dans ma page YouTube. Voilà, donc à voir, à vérifier cet alignement, hein, comme toujours, moi je vous laisse aussi faire. Je souligne des choses en regardant des cartes, en allant visiter des lieux, et c'est un peu le jeu de cet ensemble de capsules qu'on vous propose, c'est-à-dire de mélanger un peu toutes nos connaissances, de poser un peu tout sur la table, de donner des idées, des pistes de réflexion à vous tous. Et puis que vous également vous puissiez participer en nous renvoyant ce que vous pensez de nos recherches, de nos trouvailles, et puis si vous avez fait exactement les mêmes trouvailles de votre côté, dans votre région, vous êtes allé visiter des lieux comme ça, n'hésitez pas à nous en faire part, et c'est comme je disais un petit peu avant, en faisant ça qu'on va partager nos connaissances, nos savoirs, et qu'on va peut-être réussir à reconstituer ce puzzle. Donc voilà, pour cette capsule de dolmen, je crois qu'on va en arriver au bout. Il y aura d'autres capsules sur les dolmens. On en a déjà vu un avec Mike Obday, le dolmen de Menga, et puis on en aura d'autres, une dizaine de capsules sur les dolmens, donc on va pas tirer de conclusion tout de suite, on va attendre de laisser parler tout le monde pour voir un petit peu les idées de chacun, et on reparle de tout ça très vite, donc merci à vous tous de nous suivre. Faites passer l'info, faites connaître la chaîne, merci à tous les chercheurs curieux de notre équipe, et puis à vous derrière vos écrans aussi, des chercheurs curieux, j'en suis sûr. Donc merci à tous, à très bientôt, et à très vite pour une autre capsule. Salut!